Nzabimana. Tourne. Nous sommes le 20 avril 2009 à Kibouye. Je suis en présence d'Éric. Je recommence là? Ok. Nous sommes le 20 avril 2009. Je suis en présence d'Éric Nzabimana. Bonjour Éric. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de faire part de votre témoignage. Votre témoignage qui a déjà fait l'objet d'un film qui s'appelle Opération Turquoise et qui est un... Non, je recommence, j'ai pas envie de parler de ça. On continue. On recommence? On y va? Parce que Eric, il va... Nous sommes le 20 avril 2009, je suis en présence d'Éric Nzabimana. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Éric, pendant le génocide des Tutsis, vous allez passer une grande partie de ce génocide dans les collines de Bicécéro. À partir de quelle date à peu près rejoignez-vous, vous cachez-vous dans les collines de Bicécéro? Bon, j'ai quitté mon village natal le 13 avril 1994. C'est là où nous avons été tous dans les montagnes de Bicécéro. Et quel est votre village natal? Tiao. C'est loin des collines de Bicécéro? Il y a une vingtaine de kilomètres. Pourquoi le 13 avril vous décidez de partir? Parce que l'insécurité devenait de plus en plus grande. Et en fait, vous dites nous décidons tous de partir, c'est-à-dire que c'est une décision collective? Vous êtes beaucoup de monde à partir en même temps? C'était une solution collective, oui, parce que depuis le 7 avril, on avait essayé de veiller à ce que les tueurs n'arrivent pas dans notre village. On avait essayé de résister jusqu'au 12 avril. Ouais. Mais le 13, il y a eu beaucoup d'attaques venant de toutes les directions de notre village. Ouais. Alors on a été obligé de quitter le village pour aller rejoindre les autres Tutsis qui étaient à Bicécéro. En fait, on attaquait votre village, c'est ça, et vous avez résisté en restant dans votre village jusqu'à un moment où vous vous êtes dit c'est on peut plus tenir. Ah oui. Donc le 13 avril, vous partez, vous êtes combien à peu près à partir notre village natal comptait environ 500 Tutsis. Et vous allez tous partir ensemble? Tous. Nous sommes tous partis pour Bicécéro, et les vieux, et les petits, et les femmes. Tout le monde a été obligé de quitter le village. Ça demande une organisation de faire en sorte que tout le monde parte ensemble? On s'était organisé avant cette date, puisque je me souviens en 1993, la même histoire s'était présentée. En 1993? 73. Ah, pardon. 73. D'accord. Donc vous aviez il y a eu des attaques, j'étais encore petit, mais j'ai vu que les hommes se sont organisés pour lutter contre les tueurs. Et ils ont réussi à protéger le village. Aucune maison n'a été brûlée, aucun bétail n'a été volé. En 1973? Oui. D'accord. Alors, dès que les massacres commençaient en 1994, on a essayé de s'organiser comme ça se faisait avant. Sauf que cette fois-ci, vous n'avez pas pu résister. On n'a pas résisté puisqu'il y a eu beaucoup de forces qui étaient contre nous. D'accord. Donc vous partez tous ensemble. Le chemin est long pour parvenir à Bicécéro. Vous savez, parce que Bicécéro c'est une région en fait, c'est des collines, mais c'est pas un endroit précis. Donc vous savez où aller? C'est une région assez grande qui était habitée normalement par la plupart des Tutsis. Alors, on s'est mis ensemble dans ces collines pour essayer de créer une force qui peut résister. Mais par aux exemple, attaques. Vous partez, vous êtes 500, hein, c'est ça? Vous partez de votre village, vous êtes 500. Ouais. Quand vous arrivez là-haut, vous savez vers qui aller déjà? Vous savez comment? Ou est-ce que vous vous dites je vais voir ce qui se passe, je vais voir comment ça se passe Ce qui se passait était visible, il y avait des attaques qui venaient un peu de partout. Alors on a essayé les collines voisines de la région de Bicécéro qui étaient habitées par les Tutsis. Les Tutsis de ces différentes collines se sont retrouvés ensemble à Bicécéro pour essayer de créer une force
assez grande pour résister. Et cette force-là, encore une fois, ça demande une organisation. Et comment ça? Oui, il y avait des hommes vaillants qui devraient organiser la population. Il y avait ils étaient connus, puisque des attaques duraient de longtemps, de 59, de 73. Oui, mais une attaque qui date... ils sont connus pour leur résistance en 59, mais en 59, c'est 30 ans avant, donc ils ont quel âge ces gens-là? C'était dans l'histoire de la région. Ah oui, d'accord. Mais alors, qui va... il va y avoir des chefs? Oui, il y avait des chefs. Chaque colline devrait avoir un chef. D'accord. Un chef de coutumier, si je peux dire. Chef du village. Donc, alors, les chefs... chaque colline, Bicécero étant une parmi les collines? Oui. D'accord. Oui. Dans la région de Bicécero comptait plusieurs collines. D'accord. Oui. Et il y a une colline qui s'appelle Bicécero? Bicécero, il y a une colline qui s'appelle Bicécero. Juste autres... en face du monument, si vous connaissez la région. Oui, j'y suis déjà allé. Mais les autres collines s'appellent comment dans la région de Bicécero? On peut trouver Wingao, on peut trouver Muira, on peut trouver Ruanzo, une partie, on peut trouver Kitabura, ainsi de suite. Par curiosité, pourquoi on appelle cette région Bicécero? Pourquoi pas le nom d'une autre colline? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Okay. Oui. Donc vous décidez, avec toutes les 500 personnes de votre village, de rejoindre la colline de Bicécero ou la région de Bicécero? La région de Bicécero. D'accord. Et vous êtes là, au début sur quelle colline? Donc on était sur la colline de Murambi. D'accord. Oui. Donc juste dans les quinzaines, dans le début du génocide, il y avait encore beaucoup de Tutsis. On ne pouvait pas se placer sur une seule colline. On devrait être dans cette région de Bicécero. Quand une attaque vient de l'Est, c'était tout le monde qui devrait aller contrecarrer l'avancée de cette attaque. On essayait de s'aider mutuellement quand on était attaqué. C'est-à-dire que les différentes collines, une colline aidait une autre colline, oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de moyen de communication simple? Vous aviez quoi? Il y avait pas On devrait communiquer avec des tambours. Okay. Oui, surtout des tambours. Donc il y avait des codes. Oui. Mais quand on était attaqué, on savait comment tambouriner et alors on venait pour aider. Par exemple, vous pouvez me faire un appel de détresse, par exemple? Comment Normalement, quand dans la coutume rwandaise, un tambour signifie quelque chose de communication. Donc, on était utilisé pour la communication. Oui, alors, on s'était dit qu'une fois on est attaqué, quand vous entendez le son du tambour, il faut venir. Alors, comme on était sur les sommets des collines, on pouvait même voir les attaques venir. On pouvait même aller aider les collègues avant même d'être appelés, puisque ça se faisait le jour. On pouvait voir les attaques descendre d'une montagne. Oui, alors, est-ce que avec un tambour vous pouvez dire plusieurs messages, ou le fait de taper sur un tambour c'est qu'il y a une attaque? C'était une convention, quand on tape au tambour, il fallait venir aider. Il ne pouvait pas y avoir des pièges tendus par les miliciens de taper sur un tambour pour que vous veniez vers eux? C'est comme ça, non? Non. Et donc, est-ce que vous allez rester sur la colline de Murambi? Est-ce que d'abord tout votre village est sur la même colline? Était sur la même colline de Murambi. Donc le village est resté groupé? Oui. D'accord. Mais il faut également organiser des forces. Donc, quand vous arrivez dans le village, est-ce que la colline a déjà son organisation de défense et vous vous pliez à cette organisation, ou est-ce que c'est vous-même qui la créée? Donc, avant de quitter le village, il y avait une organisation pour essayer de se défendre. Et ça a été la même chose quand on était à Murambi, quand on avait quitté le village. Et quand vous quittez le village, vous rencontrez des gens qui ont déjà organisé leur défense sur la colline? Sur la colline de Murambi, il y avait des Tutsis qui résidaient là-bas, ils avaient leur organisation. Donc vous vous soumettez à leur organisation? On s'est mis ensemble pour essayer de se défendre. D'accord. Et il y avait un chef? Il y avait un chef. Oui. Okay. Combien de temps vous restez vous restez tout le long du génocide sur la même colline? Non, nous avons fait à peu près un mois sur la colline de Murambi. Ouais. Les attaques venaient chaque fois.
On essaie de se défendre avec les pierres, avec les armes traditionnelles, les lances. Vous étiez armé donc avec les armes traditionnelles, les D'accord. lances, les bâtons, les machettes quelquefois, puisque on utilisait ça pour les travaux ménagers. On pouvait se défendre avec. Et on a fait à peu près un mois sur cette colline. Et comment se passait, comment les miliciens, eux, parce que c'était des miliciens qui vous attaquaient, les Interamwe. Oui. Hein, comment les miliciens Interamwe, eux, étaient armés? Ils étaient armés de quoi? Tout au début, ils avaient aussi des armes traditionnelles. C'est pourquoi on a essayé de résister un peu longtemps, si je peux dire. Mais par après, ils ont été fortement armés avec les armes à feu, des grenades, des fusils. C'est pourquoi on a pu être vaincu par les miliciens. À partir de quand les armes à feu équipent les Interamwe? Le 13, quand nous quittions notre village, nous avons quitté parce qu'il y avait des armes à feu qui commençaient à être tirées sur nous. Et dans les collines Dans les collines, il y en avait, mais pas nombreux. D'accord. Jusqu'au 15 mai. Il y avait 15 mai. les policiers communaux, les surveillants de la prison qui venaient avec des fusils seulement. Mais à partir du 15 mai, c'était des gendarmes, des militaires, avec plusieurs armes à feu, même des fusils lourds. Alors on a commencé à perdre beaucoup de gens et on était obligé maintenant de se concentrer sur la seule colline de Bicicero puisqu'on commençait à être peu nombreux. Vous voulez dire par là que le fait que beaucoup de Tutsis ont été tués à partir du 15 mai fait que ils ont tous pu, entre guillemets, se regrouper sur une seule colline? Oui, ils venaient d'être... Il y avait un intérêt à tous se regrouper? Oui, quand on se regroupait, on pouvait résister un tout petit peu. D'accord. Oui. Comment vous vous organisiez pour vous défendre? Pour nous défendre, les hommes et les jeunes gens, les hommes qui étaient encore forts, devraient se placer devant. Ouais. Et les filles et les femmes qui avaient encore de la force suivaient. Les enfants, les vieux et les vieilles devraient se placer derrière. Alors, il ramassait des pierres qu'il donnait aux hommes qui étaient devant et on lançait ces pierres aux miliciens. Mais ça, c'est quand ils n'avaient pas d'armes à feu, quand ils ont eu des armes à feu. Il arrivait que on ne pouvait plus résister. Alors, on était obligé de descendre, se mélanger avec les tueurs. Quand il tire, il peut tirer sur un Tutsi ou sur un Hutu. Alors, il commençait à quitter la bataille. Ah oui, parce que le fait que vous vous mélangiez fait que... S'il coupe, il coupe son collègue. S'il tue, il tire sur son collègue. Alors, ils étaient obligés de... Quand vous dites on descendait vers eux, c'est-à-dire que vous, la configuration des batailles, c'était toujours vous au-dessus? On se plaçait au-dessus pour pouvoir lancer des pierres. Ah oui, oui. D'accord. Mais ils ont eu des grenades à partir du 15 mai? Oui, beaucoup. Donc là, le lancer parce que les fusils, le lancer de grenades, ça devait être peut-être ce qu'il y avait de plus entre guillemets efficace pour eux, non? Oui, puisque les grenades tuaient beaucoup de gens, puisqu'on était ensemble. On était entassés sur... Et donc, d'où la stratégie effectivement de se mêler, parce que là, la grenade, du coup, elle ne peut plus être utilisée. Si vous une fois encerclé, on devrait chercher un échappatoire, on devrait se mélanger d'abord. Ouais. Quand on se mêle, on trouve un échappatoire, puisque certains musiciens devraient céder la place. Alors, on prenait la course. Ceux qui ne savent pas courir devraient être machetés, tués, ainsi de suite. Comment ça se passe? D'abord, je pose une question. Au bout d'un certain temps, on a toujours peur? La peur est tout le temps là? Ou est-ce qu'on s'habitue à... La peur, normalement, presque. Tout au début, le matin, ils attaquaient normalement à 10h, entre 9h et 10h. Dès qu'ils lancent, ils tirent le premier coup. C'est une grande peur qui règne
parmi nous, qui régnaient parmi nous. Mais après 3 ou 4 fusillades, la peur disparaissait. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action et Oui. il n'y a plus cette peur. On tire sur quelqu'un, il faut continuer à arrêter toute la journée. Ça dure de quand à quand une attaque? Normalement, ils attaquaient le matin à 9h pour rentrer vers 15h. C'est des heures administratives, presque, des heures de fonctionnaires. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Ils allaient au travail. Et ils venaient de loin, c'est pourquoi ils arrivaient à 9h et ils devraient rentrer à 15h pour aussi le gagner le livrage qui était encore loin. Ils faisaient 10 trajets. C'est ce que je pense. Mais quelquefois, il arrivait qu'ils viennent la nuit. Qu'ils viennent la nuit? Oui. Ah bon? Pour vous prendre par surprise, parce que vous ne vous y attendiez pas, c'était rare. Fatigués, endormis, et on attend des grenades jetées dans les gens pendant la nuit. Est-ce que vous arriviez à dormir, du coup? Par la fatigue, oui. Par la fatigue. Par la fatigue, et ça faisait longtemps. Une fois, il partait, on cherchait à manger, puis on dormait pour se lever trop tôt, aller cacher dans la brousse les blessés, aller chercher où se placer pour guetter l'arrivée, amasser aussi les pierres pour essayer de se défendre quand la défense était encore possible, puisque vers le mois de juin, on ne se défendait plus, on allait se cacher très tôt le matin. Vous étiez trop fatigué pour On était trop défendre? fatigués, on était peu nombreux, on n'allait pas résister même quelques minutes face aux attaquants. Il fallait juste vous cacher et qu'on ne vous trouve pas, quoi. Vous mangiez quoi et comment vous faisiez pour vous nourrir? Bon, on mangeait tout ce qu'on trouvait, qui restait dans les champs, puisque les tueurs venaient avec des pierres aussi, qui venaient piller la nourriture, même ravager les plantes qui n'étaient pas encore à terme pour que nous puissions être tués par la faim. On mangeait surtout la patate douce, le haricot vert, le sorgho aussi. Mais vous en trouviez quand même suffisamment? Pas suffisant. C'était insuffisant, mais on essayait de se procurer tout ce qu'on pouvait trouver. Qui restait-il au mois de juin? Je veux dire, il restait beaucoup de femmes, il restait des enfants. Qui avait été... Les rescapés d'Obsesero, si peu nombreux ils étaient, il restait la plupart c'était des jeunes. Hein. Quelques vieux, les femmes et les enfants étaient presque tous décimés. Ils n'allaient pas résister longtemps. Si on devrait courir depuis 9h jusqu'à 15h, les femmes qui allaient résister avec les enfants au dos, les vieux qui allaient résister, les enfants. Non. De votre village en juin, il restait beaucoup de monde? Enfin, En juin, mon village natal, il y a 500 personnes dont je vous ai parlé au début, il ne reste qu'une quinzaine. Une quinzaine. Et vous étiez combien à peu près à cette époque-là? Il restait combien de personnes à Bicêtre-Sérou? Juste après le génocide, Ibuka a fait un recensement dont je fis un des participants de ceux qui ont fait ce recensement. On avait compté environ 60 000 personnes. Vous voulez dire qu'il y a 60 000 personnes qui ont été décimées à Bicêtre. Et en juin, il en reste combien de personnes vivantes? À peu près 2000. Donc là, on va aborder un passage très connu maintenant, parce qu'il fait polémique. Hein. C'est la rencontre avec un convoi de soldats français. Alors, le 27 juin. 27 juin 1994. Ouais. À cette époque-là, vous êtes à peu près 2000, c'est ça? On était à peu près 4000. Ah, 4000 survivants? Oui. D'accord. Mais il y a 2000 personnes qui ont été tuées pendant les 2 jours où les militaires français nous ont laissés à la merci des tueurs. On va donc aborder cette question-là.
qu'est-ce qui se passe exactement le 27 juin? Vous voyez un convoi arriver sur la route, c'est ça hein? Non, vers 15h, si je me rappelle bien, j'étais au sommet d'Inicoring. On commençait à quitter les brousses puisque c'était vers 15h. Les tueurs venaient de Paris. Oui. Les tueurs commençaient à rentrer. Alors, c'était pendant l'été. Il y avait trop de soleil, la poussière. J'ai vu une montée de poussière à Gishita. Je me suis demandé. Donc, j'ai vu des hélicoptères tout d'abord. Je crois que c'était 2. Par après, j'ai vu la poussière monter. Je me suis dit, bon. Donc là, il est quelle heure, vous avez dit des hélicoptères. Non, mais il est quelle heure? Il est 15 heures, là. Oui. Les 15 heures, vous dites, vous voyez au loin. Gishita, c'était pas à Gishita. C'était en bas. J'étais à Cicero. J'ai vu la poussière monter. De Gishita. Juste après le passage des hélicoptères. Je me suis dit, ça doit être des hélicoptères qui ont atterri à Gishita. D'accord. J'ai été un peu curieux de savoir ce qui s'est passé. Puisque chaque fois j'avais un poste radio, je suivais les informations, la RFI, notre radio internationale, disant qu'il doit y avoir des militaires français qui sont venus au Rwanda pour la mission turquoise, une mission humanitaire. À cette époque-là, quand vous... J'ai une question juste à vous poser. Comment vous faisiez pour les piles des radios? Il y a un ami qui me les amenait, un ami Hutu qui m'amenait des piles, quelquefois aussi à manger, puisque c'était un ami trop intime. Il est toujours en vie? Il est en vie, oui. D'accord. Et donc, vous écoutez les radios. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris qu'il y avait une mission non, je me suis qui s'apprêtait à venir? Je me suis dit que c'était peut-être arrivé d'être sauvé, puisque ça se disait qu'ils viennent pour sauver les personnes en danger. C'est pourquoi j'ai eu le courage de s'approcher de la route, de savoir ce qui se passe. Quand je me demandais ce qui se passait à Gishita, j'ai vu le convoi des militaires monter vers Cicero. D'accord. Je me suis... Là, quand vous regardiez Gishita, vous étiez au bord de la route à ce moment-là, en même temps? Non, pas au bord de la route, puisque les miliciens étaient encore dans les parages. Il faut dire par là que les miliciens, ils venaient comment? Ils venaient à pied, ou ils étaient en camion, ils prenaient la route, ils faisaient quoi? Il y a ceux qui venaient à pied, qui rentraient, qui habitaient les collines avoisinant Bicicero. Il y a ceux qui venaient de loin avec les voitures, les camions. Et en général, quand ils venaient de loin, en voiture, ils venaient par cette route précise? Oui, par la route de Gishita. Par la route de Gishita. Ils venaient de Gishita, ou ils venaient de l'autre côté? Ils venaient de Gishita, d'autres venaient de Gisovo. D'accord. Il y a une route principale qui ronge Bicicero, qui coupe Bicicero en deux. Donc vous voyez Gishita au loin, vous voyez les hélicoptères, vous vous dites, ça doit être les hélicoptères français parce que vous avez entendu ça à la radio, et vous êtes encore... J'avais appris la veille que les Français étaient déjà à Goma. La veille, ok. À Goma, au Zaïre, avec Zaïre. Je me suis dit, peut-être que ce sont les militaires français qui viennent à notre secours. Alors je me suis précipité pour aller tout près de la route pour guetter si réellement c'était les militaires français qui étaient venus. Donc vous allez près de la route tout en sachant qu'il faut faire attention parce que je me disais, ça peut être des miliciens ou bien ça peut être des militaires rwandais, alors ou des militaires français, je devrais être prudent. Alors je me suis approché de la route, j'ai vu que c'était des militaires français qui montaient. Il y avait un drapeau français? Oui, ils avaient un drapeau français, même la couleur, ça se voit, que c'était des blancs. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille à une rencontre et dire ce qui se passe ici à Bicicero. S'ils viennent pour nous sauver, qu'ils nous sauvent. Alors, j'ai crié, ils n'ont pas voulu s'arrêter. Et vous ont peut-être pas entendu? Je faisais même des gestes, j'étais tout près de la route. S'ils m'avaient entendu, je ne sais pas. Vous étiez où? Vous étiez pas sur la route, vous étiez j'étais sur le tari de la route. Une fois, ils ont refusé de s'arrêter. Je me suis placé sur la route. Devant le véhicule? Oui, il y a un véhicule qui venait de passer. 2. Et un autre véhicule qui était derrière. Je me suis placé devant la route et j'ai crié. J'ai entendu dire que vous êtes venus pour sauver les Tutsis qui sont en danger. Alors ce sont nous qui sont menacés. Il y a des morts un peu partout, vous pouvez voir. Alors... Donc là vous êtes devant, il y a 2 voitures qui sont passées. Oui.
vous précipitez sur la route et vous bloquez le passage de la Le prochaine passage de voiture. l'autre voie. Et il y a combien de voitures en tout? Il y en a 3? Si je me rappelle bien, ça doit être 4. Vous êtes sûr? Il y avait des véhicules militaires et un véhicule civil. D'accord. Et le véhicule civil était en fin de convoi ou au milieu? Il était au milieu. Il était au milieu, mais ça veut dire qu'il y a 2 véhicules qui sont passés, donc 2 véhicules qui sont encore derrière et que vous bloquez. Oui. Et le véhicule civil est à quel endroit? Il venait de passer. Ah, donc lui, il est passé? Oui. D'accord. Alors, une fois placé dans la route, bloqué au passage de d'autres véhicules. Donc Alors, vous bloquez 2 véhicules militaires? Oui, se sont arrêtés. Ouais. Voyant que ceux qui étaient devant, voyant que les autres sont arrêtés, eux aussi Ils sont arrêtés un peu plus sont loin. arrêtés un peu plus loin. Ils étaient Alors, à combien de mètres? à une cinquantaine de mètres. Alors, j'ai commencé à expliquer, à leur montrer les cadavres qui étaient encore... Et vous montrez ça à qui? Une fois placés... Au véhicule que vous venez d'arrêter? D'arrêter. Mais les autres, ils viennent vers vous ou ils attendent? Ils ont reculé pour venir. Les voitures ont reculé? Oui, peu après. Les 2 voitures ont reculé? Dès que les militaires français qui étaient dans les 2 derniers véhicules, dont j'ai crié pour qu'ils puissent nous sauver, alors ils ont quitté leur véhicule. Ils ont commencé à prendre des positions. Je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont tirer sur moi? Et par Pourquoi après, ils ont braqué l'arme sur vous? Puisqu'il y avait d'autres Tutsis qui étaient là. Peut-être qu'ils croyaient qu'ils allaient être menacés, peut-être. Bien sûr. Alors, je leur ai dit non, nous sommes menacés, nous sommes tués chaque jour. Attendez, je vais le remettre là. Hop là. Le long de la route, il y avait beaucoup de morts. Il y avait même des blessés qui giraient là-bas, qui n'étaient pas encore morts. Alors, ils ont commencé à croire que je disais la vérité. Ils sont venus, ils ont vu. Combien de militaires sortent des voitures? En tout cas, je n'en sais pas combien. D'accord. Oui. Mais là, au moment où vous vous arrêtez, les deux voitures ne sont pas encore revenues, hein, d'accord? Vous vous arrêtez. Tout de suite, ils sortent. Ils sortent. D'accord. Ils se mettent en position de combat. C'est quoi? C'est un militaire par voiture qui sort de chaque voiture? Un militaire qui sort de chaque voiture? Je crois que, si je me rappelle bien, il doit y avoir 3 militaires qui sont sortis directement. Bien sûr, les militaires, les autres sont restés au volant. Les 3 seulement ont pris position. Je leur ai montré les cadavres, je leur ai montré les blessés. Et ils se sont approchés pour aller voir... Par après, ils se sont rapprochés, Ouais, ils ont vu, regardé. ils ont même commencé à être, si je peux dire, choqués de ce qui était là, de ce qui se passait. Qu'est-ce que vous leur montriez exactement? Pardon? Qu'est-ce que vous leur montriez exactement? Des blessés, qui giraient tout le long de la route puisqu'ils venaient d'être tués tout de suite ou machetés. Il y avait aussi des morts qui étaient le long de la route. Je vais les montrer. Ce sont nos chers qui ont été tués. Même vous voyez, le sang court encore, c'est fraîche. Alors ils ont commencé à comprendre que nous disions la vérité. Dans son véhicule civil dont je vous ai parlé, il y avait un milicien, un enseignant, qui conduisait les militaires vers Ibsesero. Il ne voulait pas leur montrer que c'était des Tutsis qui étaient menacés, mais il disait que c'était des Hutus qui étaient menacés. Alors il disait que les Hutus d'Ibsesero ont été obligés de quitter les villages pour aller se réfugier de l'autre côté d'Ibsesero, puisque les gens d'Ibsesero les menaçaient de mort. Alors il voulait aller démontrer le camp des Hutus qui avaient quitté les villages. Alors en fait, il les conduisait vers le camp de Hutus, c'est ça? Oui. Ah, et donc vous êtes arrivé en plein milieu. Ouais. Et en fait, alors c'était quoi le camp de Hutus? Comment il s'appelle? Lushishi, c'était un centre de Lushishi, un peu loin de... C'est un camp de Hutus qui avaient quitté leur village. Pour quelle raison ils avaient quitté leur village? Bon, vous voyez,
il y avait des Hutus qui cohabitaient avec les Tutsis. D'accord. Et les miliciens venaient de loin. Ils ont même brûlé les maisons des Hutus, croyant que c'était celle des Tutsis. Alors, ces Hutus minoritaires de la région de Bisesero devraient quitter Bisesero qui était en danger pour se réfugier tout près des autres Hutus. Okay. Alors, son milicier les conduisait là-bas. Pour les manipuler. Pour les manipuler, les disant que ce sont les Hutus qui ont été menacés. Et ces soldats français qui donc voient la réalité, vous avez le sentiment qu'à ce moment-là, ils sont en train de s'interroger, ils se disent mince, on a été manipulés. Vous avez le sentiment de quoi? Qu'ils comprennent, qu'ils connaissaient déjà la situation, qu'ils la découvrent vraiment, qu'ils ne comprennent rien. C'est quoi votre sentiment? Bon, il est difficile de savoir les sentiments que l'être humain peut approuver, mais à cette époque-là, je voyais qu'ils ont été surpris de la situation qu'ils venaient de rencontrer. Alors, ils ont été convaincus par le fait que ce milicier-là a été reconnu par ses élèves. Vous étiez avec ses élèves? Oui, il y en a deux élèves qui étaient encore en vie. Ce sont eux qui ont témoigné, disant que cet enseignant, il s'appelle Jean-Baptiste, c'est notre enseignant, et chaque fois il vient nous attaquer. Même le matin, il était avec d'autres miliciens. Alors les gens de Bisesero allaient le tuer. Alors les militaires l'ont poussé dans le véhicule, disant non, laissez. C'est-à-dire que, d'accord, les élèves ont voulu se venger. Se venger. D'accord. Oui. Et les militaires français donc l'ont protégé. L'ont protégé, l'ont poussé dans le véhicule, ils ont fermé la porte. Ce milicien-là était dans le véhicule civil? Il était dans le véhicule civil. D'accord, donc du coup il revient, il est sorti, donc le milicien est sorti de lui-même au départ pour il est sorti. Moi j'aurais été lui, j'aurais pas voulu sortir. Il est sorti pour expliquer le mensonge. Pour dire que j'étais mensonger. Alors, il a été condamné par ses élèves. Mais vous avez le sentiment que les soldats français qui l'ont protégé, parce qu'il était sur le point de se faire lyncher apparemment, vous avez le sentiment que les soldats français ont cru ce que les élèves disaient, que c'était vrai ou ils ont cru, même après mes explications, j'ai vu qu'ils étaient convaincus de ce que je disais. D'accord. Et c'est pourquoi on leur a demandé de nous protéger ou de nous placer devant les véhicules pour nous amener à Kibuye, parce qu'ils disaient qu'ils ne sont pas sûrs de la sécurité de Bisesero, qu'ils ne sont pas prêts pour nous sauver. On a trop insisté, mais ils n'ont pas voulu nous comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous leur avons dit. Ils décident de quoi? Ils décident de partir? Ils nous ont dit, nous retournons. C'est ça, nous sommes venus pour vous sauver, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Nous reviendrons 3 jours après. Pourquoi 3 jours? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour justifier les Ils ont dit 3 jours? qu'ils vont se préparer pour venir. Et est-ce qu'ils ont dit il nous faut 3 jours parce que nous avons besoin de ça? On a trop insisté, alors ils nous ont dit nous ne sommes pas prêts pour vous sauver. D'accord. Nous regagnons Kibuye. Nous allons dire au préfet Kaishema qu'il sécurise la région en fait que nous puissions revenir dans 3 jours. Mais le préfet Kaishema est un génocidaire. C'est ce qu'il disait. Vous lui avez dit? Oui, c'est ce qu'il disait. On a dit Kaishema, il vient chaque fois avec ses bourgmestres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il croyait, il comprenait, ou est-ce qu'il découvrait, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il pensait que vous vous trompiez Bon, moi d'après moi, j'ai compris qu'il n'était pas venu pour nous sauver, puisque avec les véhicules qu'ils avaient, avec les armes qu'ils avaient, ils pouvaient essayer peut-être d'être vaincus, repartir, après avoir essayé. Qu'est-ce qu'ils avaient comme armes? Combien d'armes ils avaient? Décrivez-moi un petit peu. Bon, j'ai pas fait attention. Le nombre de soldats, vous avez pas je n'ai pas fait beaucoup d'attention pour savoir combien de soldats il y avait, mais s'il y a 3 ou 4 véhicules militaires, avec des militaires... Avec 3 véhicules militaires avec 3 véhicules militaires
avec leurs armes. Même s'ils étaient une dizaine ou une vingtaine, ils pouvaient essayer de nous protéger, ce que moi j'avais cru. Alors... Est-ce que vous lui avez demandé de laisser... est-ce que vous ou quelqu'un avait demandé de laisser au moins 1 ou 2 militaires pour vous protéger avec nous leur avons demandé s'ils ne sont pas en mesure de rester avec nous pour nous protéger, qu'ils nous placent devant les véhicules et rentrer avec eux à Kibuye. À pied? À pied. Ah, vous avez proposé On avait proposé ça. Ah oui. Si vous n'êtes pas sûr de cette région, oui. pourquoi ne pas nous placer devant vous, nous amener à Kibuye? Et donc de rentrer tout doucement, vous rentrez à pied, donc les miliciens n'auraient pas osé vous attaquer parce qu'ils auraient... Puisqu'on avait peur des miliciens, puisqu'ils nous guettaient sur les collines donc voisines. Vous avez proposé ça précisément, et qu'est-ce qu'ils ont répondu à ça? Ils ont dit non, c'est pas possible. Ah bon, mais nous retournons à Kibuye. Mais Eric, oui. Comment... ils vous disent que c'est pas possible. En fait, ils vous disaient qu'ils n'étaient pas prêts. Bon, on peut imaginer ne pas être prêt parce que l'organisation n'est pas encore... Bon, peu importe. On peut imaginer même... Eric, qu'est-ce que vous leur avez proposé concrètement aux soldats français comme idée, comme solution pour pouvoir vous protéger? Puisqu'ils venaient pour nous protéger, c'est ce que j'avais entendu à la radio RFI, mais même eux, ils nous disaient que c'était pour ça qu'ils étaient venus. Ils nous ont dit non, nous ne sommes pas prêts pour aujourd'hui, nous reviendrons dans 3 jours. Alors, nous leur avons supplié de rester avec nous ou de partir avec nous à Kibuye puisque les miliciens nous y étaient toujours. Mais est-ce qu'il y avait suffisamment de place dans les voitures pour vous transporter tous? On voulait qu'ils nous mettent sur la route à pied. C'est-à-dire que vous les auriez demandé qu'un des véhicules nous escorte jusqu'à Kibuye, là où ils étaient sûrs. C'était à combien de kilomètres Kibuye? C'était par la route. À 30 km. 30 km par la route, en marchant doucement, mais combien de temps à peu près? On pouvait même faire 6 heures. 6 heures de marche. D'accord. Et il était quelle heure à ce moment-là quand ils sont venus? C'était à 15h30. D'accord, donc ça veut dire que vous seriez arrivé à 21h30 quoi, par là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu comme à cette proposition de vous escorter? Vous étiez combien à peu près à peu près 4000. Mais est-ce que c'est possible d'escorter 4000 personnes? C'est ça aussi, non? C'est ce que je croyais. Ouais. Quand on est en danger, on n'arrive pas à peut-être être très raisonnable. On avait besoin de secours. Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'essaie d'imaginer un convoi donc de 4 véhicules escortant 4000 personnes, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un véhicule derrière. Puisque c'était vers la nuit, les miliciens étaient rentrés, personne n'allait nous attaquer. Ah oui, en plus. C'est ce qu'on avait cru. D'accord. Oui, puis vous mettez un véhicule derrière, pour pas qu'on vous attaque par derrière, un véhicule devant pour pas qu'on vous attaque par devant, et puis deux véhicules latérales, ou je sais pas, au milieu. Et ça, ils ont refusé? Ils ont refusé. En invoquant quelle raison? Pour quelle raison? Ils nous ont dit non, nous ne sommes pas prêts, il est impossible de vous amener jusqu'à Kibuye. Mais ils ont dit que les miliciens peuvent nous tuer en chemin. Qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour nous protéger. Est-ce qu'ils avaient des radios? Pardon? Est-ce qu'un des soldats... ils avaient les moyens de communication, oui. Vous avez vu sur quel véhicule vous avez vu ça? C'était un véhicule militaire. Je ne me rappelle pas très bien. D'accord, mais c'était sur un des véhicules militaires? Oui. C'était quoi, une grande antenne? Une antenne qui était devant? Une antenne qui était portée à la main par un soldat? En tout cas, je n'ai pas bien observé pour savoir. Mais vous êtes sûr d'avoir vu un système de radio? Oui. D'accord. Est-ce que vous leur avez demandé d'utiliser cette radio pour faire venir du renfort? Non. Non.
Il y avait des doutes parce que la RFI disait d'une part que les militaires français venaient pour nous sauver. La radio du FPR disait qu'ils viennent soutenir les ex-FAR, soutenir le gouvernement de transition qui était à l'époque. Alors je me demandais qui a raison, qui n'a pas raison. D'accord. Oui. Voyant qu'ils refusent de nous protéger, j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Vous dites que certains des soldats à qui vous avez montré les corps ont été choqués, qu'ils vous ont cru quand... il vous a semblé qu'ils vous ont cru lorsque vous leur avez dit que c'était un milicien qui leur servait de guide. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait parmi tous ces militaires français des militaires qui étaient prêts à vous aider et d'autres non? Ça se voyait puisqu'il y avait ceux qui avaient un sentiment de tristesse. Ils étaient tristes de ce qui se passait. D'autres peut-être feignaient ou je ne sais pas, mais on voyait qu'il y avait ceux qui étaient attristés par les événements qu'ils venaient de découvrir. Et apparemment, ceux qui étaient attristés n'avaient pas le pouvoir, n'étaient pas le chef. C'est ce que je crois. D'accord. Oui. Vous avez vu il y avait un chef que vous avez reconnu comme étant le chef? Oui, il y a un chef qui leur a ordonné de rebrousser chemin. D'accord. Il a demandé aux véhicules qui étaient devant de faire demi-tour pour rentrer à Kibouy. Ils nous ont dit, celui qui était chef, ils nous ont dit non, restez dans vos cachettes comme d'habitude. D'accord. Dans 3 jours, on viendra vous sauver. Ils ne vous ont pas expliqué pourquoi il leur fallait précisément 3 jours? Il n'a pas dit. D'accord. Et vous n'avez pas cherché à le savoir? Il nous a dit, nous leur avons dit que s'il tarde à venir, nous serons tous tués parce que les miliciens viennent de voir qu'il y avait encore des Tutsis et que durant les 3 jours, personne ne va rester à Bsessero. Ils nous ont dit non. C'est-à-dire que... Nous allons dire au préfet, Kaïchema, de demander au bourgmestre d'arrêter les attaques. Le bourgmestre de Gishita et de Gisovu, puisque Bsessero touchait sur les 2 communes. Vous me dites que vous avez vu un hélicoptère atterrir à Gishita? Oui. Donc c'est nécessairement un hélicoptère français? Ça doit être... je crois, enfin, je ne sais pas si l'armée rwandaise a des hélicoptères. Je ne sais pas. D'accord. Donc vous voyez en tout cas un hélicoptère atterrir à Gishita. Quelques minutes après, j'ai vu les véhicules monter à Bsessero. Donc, et les attaques, vous êtes sûr qu'elles venaient de Gishita? Les attaques venaient de Gishita, venaient de Gisovu, venaient de Comment vous de savez partout. qu'elles venaient de Gishita, les attaques, vous faites? On les voyait le matin monter. Oui, puisqu'on était en haut dans les collines, on les voyait par la route. D'autres venaient de toutes les directions. Est-ce que vous voyez Gishita suffisamment bien pour voir les gens à Gishita, voir des petits Non, points? c'était loin pour nous. C'était loin pour nous. Vous les voyez comment? Donc, vous les voyez au loin, par la route monter tranquillement? Par la route monter. Ils montaient par la route. Par la route et également à pied par les chemins? Il y a ceux qui montaient à pied. Vous les voyez aussi de loin? Oh, oui. D'accord. Puisque le matin, on allait guetter leur arrivée. D'où la position stratégique. Quand les membres du groupe, on passait la nuit en groupe. Certains allaient le matin chercher de quoi manger. D'autres allaient guetter leur arrivée pour informer les autres. Vous dites que qu'ils puissent prendre fuite. Vous dites que vous avez prévenu les soldats français que vous risquiez de mourir pendant les 3 jours, d'être attaqués, parce que maintenant vous aviez été vu, découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en mesure... vous pouviez voir vraiment en même temps que les Français étaient là, on pouvait voir des miliciens? On les voyait, puisque les militaires français sont venus en même temps que les miliciens rentraient. Eux aussi ont pu remarquer que ces militaires français sont venus à Bsessero. Ils se sont arrêtés sur les collines voisinantes pour voir ce qui se passait. Alors qu'ils étaient en train de partir, ils se sont arrêtés pour voir ce qui se passait. Oui. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez pu montrer aux soldats français, regardez, nous les avons montré les miliciens qui nous guettaient sur les collines. Est-ce qu'on les voyait à l'œil nu? Oui, à l'œil nu. D'accord. Est-ce que des soldats français ont pris leurs jumelles pour les voir? Ils les voyaient même sans toutefois utiliser les jumelles. Mais est-ce qu'ils ont quand même utilisé des jumelles? Oui. Oui, vous vous rappelez de ça? Oui. D'accord. Est-ce que ces miliciens-là étaient juste statiques en train de regarder ou est-ce qu'ils... Oui, ils regardaient.
D'accord. Ils On ne les regardaient. voyait pas tuer des Tutsis au même moment, quand même. Hein? Ils ont tué le jour qui suit. D'accord. Mais Ouais, au moment où vous dites, vous montrez les miliciens aux Français, ils ont fini leur travail. Ils avaient entre guillemets. fini le travail du jour pour D'accord. revenir D'accord. le lendemain. Ok. Mm. Vous dites que vous avez dit aux Français que maintenant nous nous sommes découverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est-à-dire que nous vous êtes très sommes- nombreux à vous être approchés et Oui. sortis de votre cachette pour aller voir les Français. Oui. Alors, on leur disait que les Inirahamwe venaient de découvrir qu'il y avait encore des Tutsis à tuer. Mais c'était pas un peu On venait imprudent. d'être exposés. Mais c'était pas un peu imprudent de votre part parce que vous savez, vous entendez par RFI quelque chose, vous entendez par la radio du FPR autre chose, donc vous ne savez pas ce que sont vraiment venus faire les Bon, Français. Est-ce que vous n'avez pas pris un risque à Et tous vous découvrir d'un coup comme ça, ne savant pas ce qui allait se passer? Moi, j'avais pris le risque de savoir ce qui se passe. S'ils étaient venus pour tuer, qu'ils me tuent, puisque je n'avais plus l'espoir de vivre. Oui. Oui, mais pourquoi vous dites tout le monde est sorti des cachettes? Bon, pas tout le monde, mais la plupart. Ils ont vu que les militaires français ne nous ont pas... Ceux qui sont arrivés les premiers n'ont pas été tués. Ouais. Alors c'est tout le monde qui commence à... Mais c'est on leur demandait de sortir ou ils sont sortis Non, eux-mêmes? ils venaient aussi voir, ils étaient curieux. D'eux-mêmes. Oui, D'accord. ils étaient curieux. D'accord. Ouais. Donc combien de personnes sont sorties à peu près à ce moment-là? Bon, cette soirée, à peu près une centaine. Une centaine de personnes sont sorties et les miliciens étaient là qui voyaient. Étaient là, qui voyaient. Et ces miliciens-là, ils venaient de vous attaquer, donc ils savaient où vous étiez. Bon, donc, ils c'était venaient pas vraiment caché. pendant le mois de juin. Ils venaient chasser. Ils chassaient, ils ne voyaient pas les gens assemblés sur une colline. Ils devraient aller de brousse en brousse pour chercher les Tutsis, les tuer. Puisqu'on était fatigués, il y avait beaucoup de blessés, on était peu nombreux, on ne pouvait plus résister. Mais tout d'un coup, là, ils voient sortir beaucoup de monde au même endroit. Quoi. Oui, au même endroit. Ils ont dit non, les Tutsis sont encore nombreux. Alors, le lendemain, ils sont venus les 3 jours, donc le 28, le 29 et le 30. Mais une chose avant de passer à ces 3 jours. Vous dites les Français rebroussent chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont revenus... Ils ont retourné, descendre vers Gishita, peut-être pour aller à Kiouye par après. Donc la direction de Kibouye, c'était la même que Gishita, quoi. Oui. D'accord. Le soir même, vous subissez les attaques? Non, les attaques sont terminées. C'était terminé puisque ça tendait vers la nuit où les miliciens étaient à l'entrée. Qu'est-ce que vous faites concrètement, sachant que vous avez été découvert? Nous avons été... Qu'est-ce que vous faites? Vous changez de cachette? Nous avons été découragés, ça c'est un. Ouais. Alors on a essayé de se cacher comme d'habitude. Mais au même endroit que vous aviez montré aux miliciens, vous avez essayé de changer de cachette du coup, peut-être? On avait changé de cachette, c'est sûr. Ouais. Mais puisqu'ils savaient qu'on était encore vivants, ils sont venus nombreux. Ils brûlaient même les forêts pour tuer ceux qui étaient encore en vie. Ils arrivent vers quelle heure le lendemain, le 28 juin? Ils sont venus un peu tôt. Plus tôt que d'habitude Plus tôt que d'habitude. Oui. Ils venaient plus tôt que d'habitude, même rentrer tard le soir. Plus tard que d'habitude, c'est ça? Et c'est ce qui m'a fait penser par après que peut-être qu'ils savaient que dans 3 jours, on sera peut-être sauvé. C'est pourquoi ils venaient trop tôt le matin pour rentrer tard le soir. Et les attaques étaient... il y avait plus de monde que d'habitude? Les attaques étaient plus dures que d'habitude? C'était dur que d'habitude, puisque même il y avait des militaires qui étaient un peu nombreux. Et ça, des militaires qu'il n'y avait pas auparavant? Oui. Et pourtant, vous m'avez pas dit que le 15 mai, il y avait des militaires ou Il y a eu des militaires et des gendarmes. Ils sont venus le 15, le 13, le 14, le 15 mai. D'accord. Ah, mais après non. Après, il y avait des militaires, mais qui n'étaient pas nombreux comme ces 3 jours. Et tout d'un coup, là, des militaires reviennent aussi nombreux que le 13, le 14 et le 15 mai. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles armes qui sont utilisées à ce moment-là? Oui, oui. Quel genre des armes que vous n'aviez jamais vues auparavant? Des armes lourdes, puisque quand
ils faisaient ça tomber dans la forêt. Il y avait beaucoup de bruit, même ça déracinait des arbres. Comme ça, les Tutsis qui étaient dans la forêt devraient sortir pour se sauver. Alors, ils recevaient des coups de machette ou des... Ces armes lourdes, ils les avaient déjà utilisées. C'était des roquettes. Ah oui, des lance-roquettes. Ils les avaient déjà utilisées dans la région de Bicécero auparavant, durant les 3 mois. Ils avaient utilisé ça le 13, le 14, le 15. D'accord. Oui. Et quel genre de nouvelles armes également En tout cas, je ne suis pas à mesure de différencier les armes. Est-ce que vous avez souvenir de machettes que vous n'aviez jamais vues auparavant, d'une nouvelle machette? Non. D'accord. Et le 29 juin également, vous subissez les attaques? Nous avons subi les attaques, même le 29, même le 30 dans l'avant-midi. Et les attaques du 29 sont aussi importantes, plus importantes que le 28. Quelles sont les c'était attaques? presque les 3 jours, c'était presque la même chose. D'accord. Oui. Et le 30 juin également. 30 juin. Est-ce que vous avez souvenir d'entendre des hélicoptères dans le ciel ou de voir des hélicoptères dans le ciel pendant ces 3 jours? Oui. Ah bon, quand ça? Donc, je crois le 28 et le 29. Pendant les attaques? Oui. Au-dessus de vous? Oui. Ils étaient hauts dans le ciel? Ils étaient hauts dans le ciel. Peut-être que s'ils se réveillaient ou bien ils faisaient des déplacements ordinaires, je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous étiez occupé à autre chose, mais est-ce qu'ils étaient statiques dans le ciel ou est-ce qu'ils bougeaient? Ils bougeaient. Ils bougeaient. Est-ce que vous arriviez à voir les pilotes à l'intérieur ou non, c'était trop haut? Non, c'était trop haut. D'accord. Ouais. Et donc là, on arrive au 30 juin au matin. 30 juin au matin, vous subissez les attaques. Oui. Qu'est-ce qui se passe le 30 juin exactement? Dans l'après-midi, je ne me souviens pas exactement quelle heure il était parce que je n'avais pas de montre, mais c'était peut-être vers 15 heures. J'ai vu des hélicoptères atterrir à Bicéro en même temps que des véhicules. Cette fois-ci, ils ne sont pas venus de Gishita, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est-à-dire Sauve en haut. D'accord. Si je dis oui. Donc, au lieu de monter vers Bicéro, ils sont descendus vers Bicéro. D'accord. Gisovu étant plus haut. Oh, oui. D'accord. La route qui passe devant le monument en descendant. Alors, est-ce que vous avez la deuxième rencontre avec donc les soldats français, puisque c'est les soldats français dont on parle. La deuxième rencontre c'est le 30 juin. Vous apercevez d'abord un hélicoptère ou vous apercevez d'abord les véhicules? Des véhicules. Vous apercevez d'abord les véhicules? Juste les véhicules. Et vous les avez aperçus descendre, monter? Ils descendaient. Descendre. Est-ce que vous les voyez s'arrêter ou est-ce qu'ils sont déjà arrêtés quand vous arrivez? Bon, nous sommes arrivés dès que les véhicules étaient déjà là. Ils sont venus avant nous. D'accord. Alors, je me suis dit, bon, il faut Est-ce qu'il y avait déjà des Tutsis qui étaient là? Non. Vous étiez le seul, le premier arrivé? Bon, c'était moi le seul qui est le premier à arriver. D'accord. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille voir s'ils viennent cette fois-ci pour nous sauver. Alors, ils m'ont dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez, il y a un convoi de véhicules qui est sur la route, qui est immobile. Oui. D'accord. Mais qui sont dans le sens de la descente. De la descente. Il y a combien de véhicules? Je ne me souviens pas combien. Mais c'était nombreux. Ils étaient plus nombreux que ceux du 27. D'accord. Mais combien et pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là, vous savez? Je me suis dit, bon, ils avaient promis qu'ils viendraient. D'accord. Qu'ils viendraient nous sauver. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir si réellement ils viennent pour ça. Alors, arrivé là-bas, ils m'ont dit, cette fois-ci, nous venons pour vous sauver. Lorsque nous étions en train de discuter, l'hélicoptère a atterri. Alors, ils m'ont dit, nous voulons voir les blessés graves pour être évacués vers Goma. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, ils viennent peut-être nous sauver. Vous étiez reconnaissant vous-même? Je commençais à voir que
cette fois-ci, ils viennent pour ça. S'ils sont venus avec un hélicoptère transporter les blessés graves, je me suis dit, voyons, alors, nous avons trié, si je peux utiliser le terme, les blessés graves. Ils sont montés dans les véhicules, évacués vers Goma. D'autres, ils avaient, si je peux dire, un dispensaire mobile là-bas. Ils ont commencé à panser les blessés. Les jours qui suivaient, ils ont commencé à donner les vivres. Cette fois-là, les journalistes commencent à se présenter, étant nombreux. Le 27 juin, il y avait un journaliste qui était présent. Oui. D'accord. Du Figaro, hein. C'est ça? Oui. Il était dans quelle voiture? Il était dans du convoi. Il était dans le véhicule civil. Avec. C'est pas grave. Je vais en mettre. Avec. Attendez. Avec son milicier. Avec le milicien. Ils étaient deux seulement dans le véhicule? Je ne me souviens pas exactement. Et vous aviez discuté avec lui le 27 juin? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce que... Peut-être que c'est bien lui qui a pu convaincre les militaires que ce que je disais était vrai. D'accord. Oui. D'accord. Le 30 juin, vous avez le même journaliste ou d'autres journalistes? Il m'est difficile de le connaître. C'était le même journaliste. Vous étiez blessé vous-même? Un tout petit peu. D'accord. Dans la plainte du pied gauche. C'est la blessure physique que j'ai pu avoir. Et donc, pour bien comprendre, le 30 juin, vous dites donc que vous apercevez un convoi à 15h, c'est ça? À 15h. À 15h, près de la route. C'est-à-dire que vous étiez près de la route parce que vous considériez que 15h, c'était la fin du travail, entre guillemets. C'était encore la fin du travail. Voilà. Donc les miliciens étaient déjà partis et vous, comme tous les jours, j'imagine, vous allez Alors je me suis dit, il faut que j'aille tout près de la route pour voir s'ils vont honorer la promesse. C'est-à-dire les militaires français. Ils étaient déjà là. Oui. Et il n'y avait personne d'autre que vous et eux. Oui. D'accord. Alors dès que... Donc mes compatriotes étaient là, cachés un peu, pas trop loin, pour voir ce qui se passe. Dès qu'ils ont vu que je commence à causer avec eux, alors je leur ai appelé, leur demandé de venir. On a fait l'évacuation dans cette soirée. On a commencé à soigner ceux qui étaient encore blessés là-bas. On a commencé à former le camp. Comment vous expliquez? Moi j'ai un témoignage que j'ai recueilli, je pense, hier, d'une personne qui me dit on s'est mis à 20 devant. Alors peut-être qu'il faut une confusion. On était 20 à les empêcher de passer, d'empêcher de passer les convois, et c'est pour ça que le convoi s'est arrêté. Et vous me dites... C'est moi qui ai pu le long de la route. Mais il accélère de où est-ce qu'ils étaient déjà arrêtés? C'était dès que j'approchais leur véhicule pour les arrêter. Ils ne se sont pas arrêtés pour beaucoup de personnes. Mais... longtemps après ou... Non. Est-ce que quand le approché du convoi, qui est déjà arrêté, vous dites que vous voyez un hélicoptère qui arrive. Le 30. Et le 30 s'était écoulé entre le moment où